Bonjour, ici Mario Drouin. Bienvenue à Fabre. Fabre, c'est des gens qui sont fiers, sont actifs, sont débrouillards. C'est des gens qui se réinventent avec le temps, ils suivent les technologies. C'est des gens allumés. Malgré la diminution de la population, nous avons réussi à garder tous les services de proximité pour faire ce qu'il fait bon y vivre aussi. On n'a pas besoin de se déplacer loin pour avoir nos propres services. Bienvenue à l'émission Chez nous. Aujourd'hui, on visite ensemble la municipalité de Fabre en compagnie de son maire, Mario Drouin. Bonjour, Mario. Bonjour, Nadine. Mario, aujourd'hui, on va visiter ensemble la municipalité. On va en apprendre plus sur son histoire, sur les gens qui vivent ici, sur certains organismes et entreprises aussi. Mais avant tout ça, moi, je vais en apprendre plus sur qui est le maire de Fabre. Est-ce que ça fait longtemps que vous demeurez ici, à Fabre? Je suis originaire de Fabre. Je suis né à Fabre. Et je suis fils d'agriculteur. Je suis en agriculture moi-même depuis 35 ans. Et j'ai la relève aussi. Mes enfants s'en viennent tous en agriculture. Fait que, c'est ça. J'ai une ferme laitière. Une ferme laitière? Et céréalière aussi. Puis j'habite le plus beau coin du Témiscamingue, le lac Témiscamingue. Oui, effectivement. Donc, vous êtes agriculteur. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier-là? C'est un défi parce qu'on travaille avec des animaux, c'est du vivant, puis il faut garder le bien-être animal pour les garder en santé, puis c'est passionnant de voir l'évolution que ça fait avec ça aussi. Vous parliez que vous aviez de la relève avec vos enfants. Est-ce que c'est déjà la retraite pour vous ou si ça s'en vient? Ou... C'est pas la retraite encore, Okay. Ça s'en vient. Comme c'est là, j'ai deux gars, c'est un gars qui est associé avec moi, un qui travaille à temps plein avec nous. Okay. Ma conjointe travaille aussi à temps plein avec nous. Et ma fille, elle s'en vient temporaire, commencer à vouloir prendre ma place, mais qu'elle prenne ma retraite. Donc, vous avez 3 enfants, si je comprends bien? J'ai 3 enfants et tous les 3 sont impliqués dans l'agriculture. Wow. C'est très passionnant comme père de famille, je dirais. C'est ça, j'étais pour vous dire, en fait, c'est une fierté aussi pour un papa de voir ses 3 enfants faire le même métier. Oui, parce qu'on veut que ça continue. Qu'est-ce qu'on crée dans la vie, on veut que ça continue, que ça n'arrête pas. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Wow. On travaille pour nous et pour eux en même temps. Et là, vous êtes le maire ici à Fabre. Depuis combien de temps vous êtes maire? Je suis maire depuis 7 ans, mais j'ai été dans le domaine de la municipalité depuis 1986, pas mal, plusieurs années. Quelques reprises, j'ai cédé, mais j'ai revenu aussi. Je suis passionné de la municipalité. Qu'est-ce qui vous passionne autant que ça dans Fabre? Les défis que ça apporte. OK. C'est tout le temps de créer des choses, essayer de créer des choses nouvelles, essayer de rendre le service à la population dont ils ont droit. Et c'est un très grand défi à faire. Et ça me passionne d'être là-dedans. Donc, depuis 1986 que vous me dites que vous avez commencé conseiller? J'ai commencé conseiller jusqu'en de 86 à 97. Là, j'ai rentré maire. Et j'ai dû quitter pour des raisons personnelles. Et je suis revenu comme conseiller. Et le 7 ans, 2013-2014, j'ai rentré maire. Je suis encore maire pour OK. Partons du début. Quand vous avez commencé à être conseiller, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes passionné par votre municipalité, mais quel a été le déclic qui a fait, moi, je me présente, je vais être conseiller? C'est un conseiller qui est venu me voir. Il avait besoin de monde à la municipalité. J'ai dit, pourquoi pas essayer? Puis j'ai rentré là-dedans. Puis c'est sûr qu'au début, on écoute. Mais à force d'avancer dans les choses, on s'implique beaucoup là-dedans. Puis ça vient que, comme moi, mon cas, j'en mange la municipalité. Et le saut de conseiller à maire, ça allait de soi? Oui, bien, ça faisait tellement quand même longtemps que j'étais là. Il y avait des choses que je connaissais, fait que je pense que je connaissais en tout cas. Puis oui, je voulais encore m'impliquer plus. Puis c'est ça qui a fait que j'ai rentré maire. Qu'est-ce qui est facile et au contraire, qu'est-ce qui est difficile en tant que maire? Qu'est-ce qui est facile? C'est facile quand on a de très bons employés qui font la gestion, qui font l'ouvrage. C'est très facile, c'est très plaisant de travailler avec une équipe formidable.
Puis qu'est-ce qui est le plus difficile, on s'en vient dans le plus difficile, c'est d'avoir maintenant des personnes pour travailler avec nous, pour réaliser Ouais. les projets qu'on a réalisés. C'est le défi qui s'en vient, il est de plus en plus grand, ça. Et quelles sont les valeurs que vous prônez en tant que maire de Fabre? Je suis pour l'équité de tout le monde, que ce soit le dernier du rang ou le premier du rang, il vaut le même prix dans mes valeurs à moi que tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde soit égal dans la municipalité. Et c'est un très grand défi aussi à faire ça, là. Quelle est la population à Fabre? On est 609 présentement, on est 609 habitants à Fabre. Et on les appelle comment? Les Fabriens et les Fabriennes. OK. Et comment vous les décriveriez en quelques mots, les Fabriens, Fabriennes? Bien, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont à l'humain. Ils font leurs propres affaires, mais en même temps, ils font de l'implication aussi à leur propre manière. Et parlez-nous du territoire, là, visuellement, pour qu'on voit sur une carte, par exemple, du nord au sud, d'est en ouest, qu'est-ce que c'est Fabre? Fabre, le nord de Fabre, c'est Ville-Marie. Puis à l'ouest, c'est notre beau lac Témiscamingue. OK. Au sud, bien, il y en a des petits. Pas au sud, ouais, on s'en va vers la Guelle, mais on s'en va aussi, il ne faut pas oublier qu'on était à cette heure, le parc Opémican est rendu proche de nous. Fait que, puis à l'est, bien, il y a encore des petits lacs pour aller à la pêche, il y a de la forêt. Fait qu'il y a une belle vue partout. Quelqu'un qui veut faire du sport ou quelque chose de la villégiature, il va se promener partout en VTT. Et c'est une place que c'est le fun. Micheline, en quelle année est-ce que le village de Fabre a été fondé? En réalité, il est fondé en 1890, mais les gens ont commencé à arriver bien avant. OK. Et surtout ceux qui venaient faire, soit pour bûcher le bois ou même pour faire la traite des fourrures sont arrivés avant. Parce que dans la municipalité, il y avait sur 14 familles qui étaient arrivées en 1885, on va dire, bien, il y en avait 4 de blancs et le reste était des familles algonquines. Donc, déjà, c'était habité. Mais moi, j'ai commencé en 1870, OK. alors que c'est l'arrivée des premiers défricheurs. Puis, il y a, bon, je vais en nommer quelques-uns. Moïse Lavallée, c'est lui qui ouvre la première terre dans le canton Fabre. Mais le canton n'était pas C'est encore... ça n'existe pas encore. Non. OK. Toujours près du lac ou près d'une rivière parce que ça leur prenait de l'eau. Et beaucoup installaient un petit moulin à scie ou quelque chose. Donc, c'était pratique près de l'eau. Ensuite, après Moïse Lavallée, il est arrivé Onésime Caillat. Lui, ses fils sont venus le rejoindre un peu plus tard. Puis eux autres, ils ont travaillé pour Olivier Latour, qui était déjà installé à Fabre. Et il y avait un moulin à scie et il était marchand de bois aussi. Ensuite est arrivé Stephen Lafricain. Bon, lui, M. Lafricain, on lui a donné le nom où est-ce qu'il est arrivé, l'abbé Lafricain. Lui est resté un petit peu, mais il est retourné travailler pour l'abbé Dutson parce que c'était plus payant. OK. C'est clair. Hein? C'est une bonne raison. Ah oui. Oui, c'est ça. En 1880, Rémy Martel, lui, est arrivé avec son beau-frère. Il arrive de Hall. Ils prennent un contrat de bois pour Olivier Latour. Mais en 1884, M. Martel, lui, il s'installe au sud de Fabre, sur une pointe de terre qui arrivait près de la rivière, je crois que c'est la rivière Outaouais. Il s'installe là, puis depuis ce temps-là, ça s'appelle la pointe Martel. Bon, ça, c'est le début. En 1890, Fabre est officiellement sur la map, OK. sur la carte. Hein. Parce qu'après le passage des arpenteurs, le canton est prêt à recevoir les familles pour la colonisation. Donc, beaucoup d'hommes arrivent seuls et passent le premier été à défricher, à construire la maison, une maison de bois rond ou en bois équarri. Ça, c'était la façon qu'ils construisaient la maison. Ça, ouais. Bon, ils se dépêchaient pour accueillir la famille. Bon, les familles voyagent en train, direction Mattawa.
pour commencer. Ils partent de... En tout cas, il fallait qu'ils se rendent à Mattawa, ensuite vers Témiscamingue, puis le voyage se termine en bateau à vapeur sur le Météore, jusqu'au quai de Fabre. Pour plusieurs, le voyage dure 2 jours et 1 nuit. La maman, accompagnée de son mari, elle fait le voyage souvent avec un bébé dans les bras et 3 ou 4 enfants accrochés à sa jupe, c'est sûr. Puis ils apportent un peu de mobilier, quelques animaux. Les curés, dans les régions plus loin, disaient ici, à Fabre ou au Témiscamingue, on a besoin des bûcherons, on a besoin de colons, comme on appelait, des cultivateurs, pour démarrer le village. Alors là, les gens qui avaient, dans les coins où il n'y avait plus de terre, parce que les familles étaient aussi grosses ailleurs qu'ici. Donc, il manquait de travail. Puis, je suis allée en Estrie, pas en Estrie, en Outaouais. Et j'ai posé des questions souvent. Pourquoi? Parce que ma grand-mère est arrivée de là. Puis, on voulait savoir pourquoi elle s'était envenue si loin quand c'était si beau là où elle était. Puis, on m'a raconté que là-bas, les coupes de bois étaient finies, étaient terminées. Et c'est ici, au Témiscamingue, que là, le gouvernement décidait de faire défricher les terres. Ça commençait. Donc, les gens ont dit, bon, bien, on va aller là pour pouvoir continuer pour survivre, pour vivre. Puis, sont arrivés ici des gens qui savaient faire le pain, des boulangers, des bouchers. Ils ont ouvert ça tranquillement dans le village. Chacun avait sa petite entreprise. Il y avait le forgeron. C'est important. Puis, on a bâti l'église. C'est important. En 1912, on a construit l'église et le presbytère. OK. Est-ce que le terme Saint-Édouard de Fabre vient justement de quelqu'un du clergé? Oui, c'est sûr. C'est Monseigneur Charles-Édouard Fabre, que ça vient de ce Monseigneur-là. Comment ça s'est passé au niveau municipal? Est-ce qu'on a formé un conseil municipal? Comment ça s'est passé? Oui. Monsieur Napoléon Demers est arrivé très tôt, en 1885. OK. Puis, lui, il était au courant de beaucoup de choses. Je pense que c'était un curieux de nature. Donc, puis, il était informé. Donc, il savait que ça prenait le code municipal pour faire quoi que ce soit. Donc, il accepte d'être nommé secrétaire trésorier et il forme le conseil. Le conseil se formait, bon, il y avait des gens qui acceptaient d'être conseillers, mais ils se nommaient entre eux autres. C'était le premier, là. Oui. La première séance du conseil a lieu le 21 novembre 1904. Et là, tout commence. Hein? C'est là, ça débute. Il nomme un inspecteur agraire, inspecteur des chemins. Les inspecteurs, là, puis il y avait les personnes qui allaient faire l'évaluation des maisons et des fermes, parce que plus vite ils pouvaient évaluer, plus vite ils pouvaient recevoir les taxes. Oui. Donc, ça prenait un petit peu d'argent pour faire rouler ça aussi. Bon, ensuite, ça, c'est un petit bout de la municipalité, mais je vais vous décrire maintenant sur quoi la municipalité a travaillé le plus aussi. OK. La commission scolaire. Du canton Fabre, parce qu'à l'époque, chaque municipalité doit créer sa propre commission scolaire. La commission scolaire de Fabre est fondée en 1903 et la construction des écoles commence. Une première école est construite au village en 1903. Pour tous les enfants du canton, là, il y en avait une. Bon, certains doivent marcher jusqu'à 5 km pour venir à l'école. Puis, les professeurs du temps racontaient qu'il n'était pas rare de voir arriver à l'école en hiver des enfants de familles pauvres avec des poches de jute enroulées autour des jambes et attachées avec de la petite corde en guise de pantalon. C'était pas très chaud. Donc, puis de 1904 à 1952, il y a 7 écoles de rang qui se sont construites. Donc, ils n'ont pas perdu de temps. Puis, une école au village est construite en 1938, mais celle-là, c'était une spéciale.
C'était une école faite en briques, puis c'était pour accueillir les sœurs de l'Assomption de la Sainte Vierge qui devenaient des enseignantes de l'école. Est-ce que c'est l'école que l'on retrouve aujourd'hui? Est-ce que c'est Elle ce a été bâtiment-là? démolie. OK, non. OK. Elle a été démolie. On a gardé la cloche qu'on a mis sur une espèce de monument en roche, puis c'est ce qui reste du couvent. 5 sœurs enseignantes et une cuisinière arrivent dans la même année et s'installent au couvent. L'école qui était ouverte en 1903 devient une école de garçons pour garçons uniquement, hein, parce que c'était la mode dans le temps. Wow. Cette école cesse ses activités en 1957, puisqu'une nouvelle école pour garçons est construite, l'école Montfort. Bon, cette école-là est sous la direction des frères de la communauté de Saint-Gabriel. Puis cette école ferme ses portes en 1973, puis elle est vendue et transformée en garage. Donc, en 1960, une nouvelle école est construite à Fabre. C'est derrière le couvent des Sœurs. Elle s'appelle l'École de l'Assomption de Fabre. Donc, en 1974, le couvent des Sœurs de l'Assomption est démoli, puis les Sœurs aménagent au presbytère. Une autre petite anecdote. En sport, hein? Les gens aimaient beaucoup le sport à Fabre, beaucoup. En 1920, les résidents veulent s'amuser le dimanche, hein, parce que le restant de la semaine, ils travaillaient, et le baseball commence à être populaire. Donc, les sportifs forment une équipe de balle, comme ils disaient, mais ils ont besoin d'un terrain de balle. Donc, ils vont voir la municipalité. La municipalité en achète un, 300 $. Mais il s'engage, le comité des loisirs s'engage à rembourser la municipalité. Donc, après chaque joute de balle, les joueurs passent le chapeau dans l'audience pour ramasser les fonds nécessaires afin de rembourser leurs dettes. Puis, en 1930, le baseball prend de l'ampleur. On avait une famille d'Américains installés à Topping, c'est encore Topping aujourd'hui, à l'embouchure de la rivière Kippawa, puis qui connaissait beaucoup le monde de Fabre parce qu'il engageait les gens de Fabre pour capturer des animaux en attendant d'aller filmer, faire les films. Donc, ça prenait des vrais animaux. Les ours, les orignaux, ils étaient capturés et ils étaient domestiqués pour ça. Donc, ils connaissaient les gens, puis c'était des madames de Fabre qui allaient faire la cuisine. Puis, oui, puis ils apportaient tout ce qu'il fallait là, des magasins de Fabre. Tu sais, ça apportait beaucoup à l'économie. Donc, pour poursuivre mon histoire, il était fervent. Il était fervent amateur de balles. Et eux autres, ils étaient de New York, donc ils prenaient pour les Yankees de New York. Donc, ils ont fourni le premier costume de bal à l'équipe de Fabre, une réplique de l'habit des Yankees de New York. L'équipe fait fureur pendant plusieurs années à Fabre, hein? Même qu'il y avait un joueur qui était mon oncle, pas parce que c'était mon oncle, il s'appelait Georges Demetz. Puis, lui, là, il était tellement bon qu'on l'avait surnommé Baby Ruth, en honneur de Babe Ruth, parce qu'en québécois, c'était Baby Ruth pour eux autres. Donc, il l'avait surnommé le Baby Ruth de la Ligue de baseball. Dans l'histoire de Fabre aussi, vous avez une richesse au niveau des auteurs. Il y a beaucoup, particulièrement des femmes, Oui, je dirais, qui oui. sont originaires de Fabre et qui ont fait des livres. Parlez-nous un peu de ça. Les mots laissés par des Fabriennes de cœur. OK? OK. Bon, nous sommes fiers des personnes qui ont décrit à leur façon la vie de l'époque, en récit ou en poésie. Berthe Charland, dans un premier livre, raconte sa vie d'enseignante au début de la colonie, et son deuxième livre est un ouvrage qui se veut le reflet de la vie des gens ordinaires des années 80. Ensuite, on a Marie-Ange Gagnon-Laforêt qui écrit l'histoire de la paroisse sous forme de documentation. Ensuite, on a Laura Pellerin-Goulet qui décrit en poésie les gens qu'elle chérit, son émerveillement devant le changement des saisons, sa vie de femme et de mère de l'époque, et parle aussi des pionniers et des héros de la paroisse. Et je vais vous lire juste une petite partie de son poème qu'elle a écrit aux pionniers de la paroisse. OK. Le dernier paragraphe, c'est « Vous nous laissez un à un chaque année. Votre tâche serait donc terminée. Ne soyez pas inquiets de l'avenir. Vos fils sauront toujours se souvenir. »
M. Drouin, est-ce que la municipalité de Fabre, c'est une municipalité que l'on peut décrire comme touristique? Présentement, c'est pas très, très touristique. Le plus beau coin touristique qu'on a, bien, c'est le quai public qu'on a. On a une halte routière aussi qui est très bien aménagée si on veut arrêter là pour manger. Puis après ça, bon, on a une cabane à frites. On arrête nos affaires à cabane à frites et on va manger à la halte. Mais le tourisme, il peut se développer avec l'avenue du parc au Pemmican. On est la municipalité juste avant le parc au Pemmican, au nord du parc au Pemmican. Et il y a plein d'idées qui peuvent arriver pour développer les affaires touristiques. On a dans l'agriculture, on peut avoir des randonnées équestres. On peut avoir n'importe quoi qu'on pense pas aujourd'hui qui va arriver à un moment donné. Et puis, ça va être dans le tourisme. C'est ça qu'on va développer, là. Dans le fond, vous cherchez la petite idée qui vous différencierait des autres? Oui, on aimerait ça avoir une idée de se différencier des autres, parce que c'est sûr que, puis même, on pourrait aller aussi sans vendre rien, on pourrait offrir peut-être des randonnées en ponton avec le quai qui est là, c'est tout près, là. On fait des forfaits, puis on s'en va dans ce sens-là. Est-ce que je me trompe ou vous avez même le projet d'engager quelqu'un, un agent de projet, en fait, là-dessus, touristique? Oui, on cherche présentement pour engager un chargé de projet. Un chargé de projet, Pour OK. faire du travail là-dessus, pour qui sait, l'étincelle va arriver à un moment donné. Surtout, encore, comme je disais tantôt, avec le parc au Pemmican, le monde, ils vont venir aussi, là. Mhm. Donc, vous aimeriez que Fabre devienne vraiment une place touristique dans le Témiscamingue. Ça va s'en venir avec cet agent, ce chargé de projet. Mais il y a quand même des choses à voir et à faire. Vous avez mentionné la halte routière, le quai municipal, justement, où on se trouve présentement. Parlez-moi du quai particulièrement. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici? Bien, les gens peuvent venir à la pêche sur le quai. On a une très belle descente, là, où les gens mettent le bateau à l'eau. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur aussi qui viennent. Le parking est plein, même tout le long du chemin, des fins de semaine, c'est plein. On a un beau quai flottant aussi, le monde qui veut valser dessus. Fait que, non, c'est un bel attrait touristique, le quai, là. Donc, on parlait aussi qu'il y a un stationnement pour les voitures et la vue est magnifique aussi, ne serait-ce que pour venir prendre des photos aussi, ça peut être un endroit merveilleux. Oui, on a un très bel emplacement. Prendre des photos, c'est super. De toute façon, il y en a aussi des gens qui viennent prendre des photos aussi. Après le mariage, là, les balles, ils viennent prendre des photos sur le quai, là. Il y en a des gens qui viennent, là. Et qui sait peut-être que cet attrait touristique ou ce lieu touristique dans Fabre pourrait servir à certaines activités aussi à venir dans les prochaines années. En tout cas, on cherche justement cette idée, cette étincelle-là. Oui, j'aimerais ça avoir plus touristique un petit peu que ça aussi, là. Hein, plus que d'affaires, mieux que ça, là. Est-ce que les gens sont invités aussi dans le village comme tel, au centre du village? Est-ce qu'il y a un parc pour les enfants? Est-ce que les familles peuvent s'amuser? Oui, on a un parc municipal pour les enfants. Présentement, il est à développer parce qu'on veut tout le réaménager. Et aussi un chargé de projet, on cherche aussi un chargé de projet pour ça. On a une petite montagne qu'on appelle, quand on voudrait ramener ça, faire des tables à pique-nique dessus, et aménager cette petite montagne-là aussi pour faire des trails pour aller marcher, des petits sentiers. L'hiver, ça va faire la raquette. On a une place, puis c'est juste dans le coin des maisons résidentielles aussi. Ça serait tout près de ça, là. Mais il s'agit de trouver un chargé de projet pour faire avancer les projets. Donc, ce n'est qu'un début pour Fabre, pour le côté attrait touristique. Et oui, c'est un début, mais comme on dit souvent, le petit train va loin. Quel est le moteur économique de la municipalité de Fabre? Le moteur économique, le plus gros moteur, c'est l'agriculture et la forêt. Et on a aussi des travailleurs, des contracteurs, on a qui ont de la machinerie lourde, le transport scolaire, on a des camionneurs, on a aussi, c'est ça, c'est tous des entrepreneurs. On a nos hostiles, ils fabriquent des armoires, on a la station de La Rochelle, c'est un entrepreneur. On a aussi Nouvellement arrivé, les cliniques médicales qui arrivent. On a les cultures bio-vie, ils font des produits, des fleurs, ils offrent des fleurs, eux autres qui font l'arrangement de la municipalité ou dans la municipalité, c'est eux qui font les bacs, qui font l'arrangement au bureau municipal. C'est un bon moteur économique qu'on a. Je pense que la force entrepreneuriale est très présente à Fabre.
Ça a toujours été présent depuis que Fabre existe. Et on a toujours eu des promoteurs, des entrepreneurs qui travaillaient. Et peut-être aussi que c'est là que devient le plus compliqué de trouver la main-d'œuvre parce que tout le monde part sa propre business et il n'y a plus personne pour travailler dans ces business-là. Je pense que c'est quand même un beau problème, là. oh, oui, c'est un On beau s'entend, problème, ouais. c'est un beau problème. Parce que c'est valorisant quand on part notre propre business parce qu'on aime ça, puis c'est le fun de travailler là-dedans. Là. C'est une business qu'on aime. Là. Vous avez nommé déjà plusieurs entreprises de Fabre, quelques-unes aussi qu'on veut ajouter? Oui, Pascal Goupé électrique, il est aussi un employeur, un contracteur de Fabre. Il emploie du monde aussi, de Fabre. Avec tous ces employeurs-là, bien, on a tout ce qu'on a besoin chez nous pour faire n'importe quoi, là, les bâtiments, tout. Là. Et d'ailleurs, on s'excuse si on a oublié d'en mentionner, c'est vraiment Oui, juste des petits oublis qui arrivent à tout le monde. Est-ce que ça a toujours été comme ça, le moteur économique de Fabre, les entreprises, la fièvre entrepreneuriale, l'agriculture, est-ce que ça a toujours été ça, Fabre? Oui, on a parti de l'agriculture depuis le début de la colonisation. Ça fait 130 ans que Fabre existe. C'est ça. Puis c'est à partir de l'agriculture, la forêt. Au début, de toute façon, le monde avec des friches. Il y avait des forgerons, il y avait des garages, ça a tout le temps été des entrepreneurs. Il y a eu des vendeurs d'automobiles, des stations-service, des boucheries, des magasins généraux, des dépanneurs. Ça a toujours été ça. Là. C'est sûr, on oublie encore, là, mais ça fait partie des choses. Est-ce qu'il y a de la relève pour toutes ces entreprises-là? Je crois que oui. Je vais parler plus au point de vue de l'agriculture. Oui, il y a la relève de l'agriculture. Le monde, d'ailleurs, ils ont parti avec... ils suivent la nouvelle technologie. Quand le monde avance, ils font des investissements dans la nouvelle technologie. C'est parce qu'il y a l'avenir dans ça. La relève est en arrière de ça. Là. Et est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouvelles entreprises? Il y a toujours de la place pour les Question nouvelles... facile, hein? Oui, il y a toujours de la place pour les nouvelles entreprises. Le territoire de Fabre est extrêmement grand. Donc, l'appel est lancé, avis aux intéressés pour ce qui est de cet état de fait-là. Et dans le cadre de l'émission, on vous a demandé de choisir une entreprise ou un organisme de Fabre et vous avez choisi de nous présenter MX Nord. Qu'est-ce que c'est cet organisme? MX Nord, à mon point de vue, c'est des gens qui n'ont pas peur de relever des défis. Ça a commencé avec des embûches. Ils ont eu des problèmes pour trouver un terrain. Le terrain était quand même une petite distance de la route 101. Il y a eu des problèmes de chemin pour aller là, mais ils n'ont jamais lâché prise. À ce temps, ils ont trouvé un beau terrain. C'était un terrain sablonneux avec une petite terre jaune. Il y avait beaucoup de roches sur le terrain. Ils ont travaillé fort, ils ont tout enlevé les roches. Il y a une piste de motocross qui a 1,3 km de grand. Et là, cette année, ils ont fait une piste pour les tout petits les enfants. Elle a 500 mètres. Et Wow. ils sont pleins de projets. Là, présentement, ils sont à la recherche d'une municipalité ou un entrepreneur qui les aiderait à prêter un peu de la machinerie pour encore ranger les pistes encore mieux que ça. Parce que les autres font des petites compétitions de même à toutes les 2 semaines environ. Puis les grosses compétitions, il faut tout qu'ils arrangent les trails, soient corrects. C'est la deuxième plus grosse activité de la motocross en Abitibi-Témiscamingue. Les gens de New Orleans, de Témiscamingue, de Rouen, ils viennent. Les gens de Norbay, ils viennent. La plus proche piste est à Barrie. Fait que c'est exceptionnel comme projet. Écoute, je lève mon chapeau à ces gens-là, puis ça ne lâche pas prise, ça continue, ça va continuer encore. Donc, c'est un organisme qui a mis sur pied cette piste de motocross, c'est ça que j'en comprends? Oui, ça fait 10 ans environ qu'ils ont parti avec ça, un projet comme ça. Puis moi, dans mon livre, je ne croyais pas que ça allait avancer si loin que ça. C'est super. Je lui lève mon chapeau à ces gens-là. Est-ce que la piste est accessible à tout le monde ou c'est vraiment pour un événement particulier? Non, c'est accessible. Tous ceux qui veulent pratiquer ce sport-là, c'est accessible. Comme je disais, ils ont des cartes de membres et ils s'adressent aux gens. Puis même le chemin pour aller là lors de l'activité, le chemin est très beau. Il y a des gens qui vont au Winnebago puis ils veulent aller voir ça. Il y a des tables, là, ils peuvent manger là. Il y a une petite cantine sur les lieux lors de l'événement. C'est super. C'est environ à 2 km au sud du village de Fabre. MX Nord aussi, il donne de la formation à ceux qui ont besoin de formation pour ça, pour faire du motocross. Il donne de la formation. Et il charge des frais minimes, mais tous les frais, tout l'argent ramassé est réinvesti
pour améliorer encore la piste. Ça n'arrête jamais l'amélioration de la piste. Puis le plus gros défi, bien, c'est la poussière. Quand ils ont commencé, la municipalité, on avait un vieux truck incendie. On les a donné notre vieux truck incendie pour arroser le terrain, pour en faire mourir la poussière. Mais je pense qu'à ce temps, il en manque encore un petit peu de ça pour le dos. C'est plus assez gros. Mais ils s'arrangent avec ça. Ils ont des moyens pareils pour faire mourir la poussière. Puis c'est sûr, quand il y a une petite pluie, ça l'aide, là. Mais le plus gros inconvénient, c'est la poussière. Puis, mais ça va très bien, les affaires, là. En quoi est-ce que cet organisme-là est favorable pour Fabre? Bien, imaginez que tout le monde qui va venir là lors de l'activité, l'économie que ça va amener, ça va prendre du gaz à la station, ça va prendre un lunch à la station, ça va à la cabane à frites prendre un lunch. Puis la cantine aussi, ces lieux, ça fait une économie, un roulement. Écoute, il y en a du monde qui viennent, là, parce qu'ils parlent de plusieurs centaines de personnes qui vont voir là les grosses activités. Puis à toutes les 2 semaines, mais en plus, mais c'est pas juste du monde de Fabre qui vont là, c'est du monde d'extérieur aussi qui viennent. Et parlons-en de cet événement-là de MX Nord. Bien, c'est un événement qui font du motocross, ils font des sauts, ils font. Écoute, c'est un spectacle, en fait. C'est un spectacle qu'ils font c'est là, ça. oui, c'est un spectacle qu'ils font là. C'est super beau, là. Il y a du monde habile là-dessus, là. Et quand est-ce que ça a lieu dans l'année, l'événement? Le lieu, normalement, c'est le lieu de la 2e semaine de juin. Est-ce qu'il y a un nom d'une personne responsable à contacter si on veut plus d'informations sur MX Nord? Oui, il y a Nicolas Demers, puis il y a aussi Benoît Mathieu, qui sont toutes les deux, c'est les personnes qui nous contactent, nous, quand ils ont besoin de quelque chose. Monsieur Drouin, pourriez-vous nous dire qui vous avez choisi de nous présenter pour la personnalité de Fabre? Oui, j'ai choisi de présenter Mme Diane Desrochers pour son implication dans l'éducation populaire et tout ce qu'elle peut faire aussi dans la municipalité. C'est du bénévolat presque à temps plein qu'elle fait. Je suis très fier de cette personne. Madame Desrochers, vous demeurez à Fabre depuis quand? Mes parents sont originaires de Fabre, toutes les deux. Ils sont revenus en région en 78, si je me souviens bien. Puis j'ai toujours demeuré à Fabre depuis ce temps-là. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement de la municipalité? L'implication des gens. C'est jovial. Tout le monde se connaît. Puis la municipalité, bien, elle était à l'écoute des besoins des gens de la municipalité. OK. On vous a choisi parce que vous vous impliquez beaucoup dans la municipalité. C'est ce que M. Drouin nous a fait part. Quelles sont vos implications, justement, pour Fabre? Je suis sur le comité d'éducation populaire depuis 1996. Et ici, je suis membre de l'Artouche, le regroupement des artistes en art visuel du Témiscamingue, le siège social est ici parce qu'on n'a pas de local attitré. Okay. Et aussi, on est des amateurs de voitures anciennes et je pense qu'on est les initiateurs des premières expositions de voitures qu'il y a eu en région. OK, donc on va décortiquer ça ensemble, si vous le voulez bien. D'abord, votre implication pour l'éducation populaire. On parle de l'Ordette ici? Ici, c'est Ordette, c'est l'Organisme régional de développement Éduco-Témis. Il y a un comité d'éducation populaire depuis 1972 à Fabre. Au début, c'était Mme Denise Lapierre qui a fondé le premier comité. Au départ, c'était plus des ateliers sous forme ouverte, des ateliers ouverts axés sur l'artisanat. Okay. Donc, c'était les personnes du milieu qui transmettaient leur savoir, couture, tricot, macramé. Mais quand c'était sur le CREPT, Comité régional d'éducation populaire du Témiscamingue, c'est devenu Ordette. Et Ordette a changé un peu la vocation, c'est plus l'épanouissement personnel et dynamiser le milieu. Okay. Donc, à partir de 1981, on est plus des formations non académiques, mais quand même, ça ne faisait pas d'examen, ces choses-là, mais c'était plus axé sur C'est sur le bien-être et la santé aussi pour que La santé n'était pas encore. La santé est venue plus tard. C'était vraiment le développement personnel. Oui. Autant la médecine douce, la lecture de boussole, le devoir, l'aide aux devoirs, le Reiki, les premiers soins. On a touché à peu près à tout. Oui. Mais impossible de faire l'historique de 48 ans d'implication du comité d'éducation populaire à Fabre. Mais je veux juste souligner le travail remarquable des femmes qui ont œuvré toutes ces années-là. C'était à titre bénévole.
et ils ont réalisé des centaines et des centaines d'ateliers, de cours et de formations. Et quel est votre rôle particulièrement à vous? Qu'est-ce que vous faites? Là, comme pour c'est là, je l'éducation suis populaire? sur le comité qui est composé de Monique Desrochers-Clouat et Yvonne Gibson. Je veux juste souligner qu'ils sont là depuis les années 1988. OK. Persévérance, on s'entend. Puis il y a aussi Jocelyne Moreau et moi. Là, comme c'est là, je suis la secrétaire trésorière principalement, c'est moi qui organise les activités à FAO. On organise beaucoup maintenant, là, c'est le ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, il faut axer nos cours plus sur la santé, autant physique que mentale, des participants. Mais on n'a pas délaissé quand même tout ce qui est travaux manuels parce que ça brise l'isolement. Et aussi, il faut transmettre notre patrimoine. Fait que ça, c'est quand même important pour nous. Mais là, on répond aussi aux besoins de la population. Leurs besoins, ils changent. On connaît tous le vieillissement de la population. Donc, on a dû évoluer, changer notre approche pour répondre à leurs besoins. On a des cours maintenant d'exercice qui répondent à des personnes de 60 ans et plus. C'est ça. Et aussi les nouvelles technologies qui se sont imposées ou rentrées dans notre municipalité. On a donné beaucoup de cours en informatique. Là, beaucoup la mode est au téléphone intelligent. Ça fait qu'on répond à ces besoins-là. Notre priorité, c'est de respecter le besoin des gens, puis d'être disponible dans toutes les municipalités. Passons maintenant à votre deuxième chapeau que vous avez aujourd'hui pour cette entrevue, au niveau de l'Artouche. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que c'est l'Artouche? L'Artouche, c'est le regroupement en art visuel des artistes du Témiscamingue. C'est vraiment les artistes du Témiscamingue. Bon an, mal an, on est à peu près une quarantaine d'artistes. Notre mandat, c'est de promouvoir la visibilité de nos membres par des expositions. Je crois que tout le monde en région, on a participé à peu près tout ce qui s'est réalisé en région, en festival, la foire gourmande, les centenaires, tout ce qui a été organisé en région, les artistes y ont participé. Fait que c'est notre mandat de montrer le travail des gens de la région. Et les artistes, mais pas seulement de la peinture, il y a différents Il y a de la médiums. peinture, la gravure sur verre, la gravure sur bois. On a aussi certains métiers d'art, comme le verre, qui s'est rajouté. Vous êtes artiste vous-même? Oui. Est-ce que ça a toujours été ça ou ça a été une passion qui s'est développée avec les années? Je crois que moi, j'ai toujours eu une passion. J'ai toujours dessiné. Je suis venue au monde avec un crayon, que mes parents m'ont dit. Mais ensuite, personnellement, j'ai suivi des formations, des cours à l'université pour développer une approche plus personnelle. Fait que là, je me suis impliquée dans le milieu. Je t'intéresse à l'art personnellement, mais je voulais présenter au public. Il faut sortir l'art, les œuvres, les montrer aux gens. Fait que c'est pour ça que je me suis impliquée. Ça fait depuis 2002 que je suis sur le CA de l'Artouche. Fait qu'on a participé à beaucoup d'expositions au Témiscamingue, en Abitibi et dans le nord de l'Ontario. Et finalement, on se parle aussi aujourd'hui par rapport aux superbes bolides qui nous entourent. Parlez-nous de ça. Comment c'est arrivé dans votre vie? Nous, on a toujours été passionnés. Je pense que le retour aux sources. La première voiture qu'on a eue, c'était une voiture comme celle-ci. Ça fait qu'en 2000, on a acheté cette voiture-là. Ça fait que là, la passion de la voiture de collection nous a amenés à être les initiateurs des premières expositions de voitures en région. Au début, mon conjoint, il allait frapper aux portes des comités qui organisaient soit la Saint-Jean, le 1er juillet, demander êtes-vous intéressés par des expositions. Ça fait que c'est là qu'a démarré notre implication dans les expositions en région. Fait qu'il y en a eu plusieurs. On a fait les centenaires, le 125e de Fabre. On a fait le 1er juillet plusieurs années. Ensuite, on est comme devenu plus autonome. On l'a réalisé plusieurs années de suite au Chester de Ville-Marie. On a eu jusqu'à 100 voitures. C'est énorme pour une petite place comme ici. Oui. On a fait sortir les voitures. Des garages. Oui, des garages, c'est ça. Donc, vos voitures, vous les utilisez pour ces expositions. Est-ce que vous roulez aussi avec? Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous les utilisez? Les voitures de collection, ils doivent pas être utilisées pour le travail, parce que sinon, c'est des voitures qu'on sort juste l'été. Okay. Vraiment, mais nous, on fait les shows Ontario-Québec, les plus gros shows au Québec et en Ontario. Là, on vise d'aller plus loin, mais est-ce qu'il y a un système de prix là-dedans? Est-ce que oui, c'est... Oui, il y a des jugements, mais nous, on n'a jamais fait juger. Okay. Parce qu'on monte souvent avec un groupe, qu'on part de la région, et c'est jugé par catégorie. Comme on ne ferait pas partie de la même catégorie,
on serait comme placé dans des endroits différents. Ça fait qu'on ne fait pas juger. Nous, c'est vraiment l'intérêt pour le design de la voiture, la beauté de la voiture, et pas vraiment pour gagner des prix. OK. Ouais. Et on voit aussi, quand on regarde autour de nous, que vous êtes collectionneur aussi de toutes sortes. Qu'est-ce qui vous attire dans, tous ces articles? Exposition de voiture égale marché aux puces. OK. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Il y avait toujours des marchés aux puces. Donc, on a accumulé beaucoup d'objets avec les années. Et il y a 5 ou 6 ans, mon mari, on a décidé d'en profiter. Fait qu'on a fait un petit coin qu'on pouvait exposer nos objets de collection. C'est vraiment... ça va avec les voitures. Même côté musique, on a un jukebox, on a plein de vieux articles qui datent des années 50, 60 et 70. Donc, c'est une nostalgie d'une époque aussi? Nostalgie d'une époque, oui. Vraiment, oui. Mais les jeunes sont aussi intéressés par les vieilles voitures. Ça fait que je ne peux pas dire qu'on est intéressé seulement aux voitures qui nous ont été contemporains. Les jeunes aiment les hot rods qui sont souvent des modèles des années 20 à 50. Ils aiment aussi les classiques. Fait que je pense qu'une belle voiture, c'est une belle voiture. Fait que ça vaut la peine d'être montré. Vous en avez combien de voitures? Là, comme celle-là, on en a 3. On a déjà eu jusqu'à 5. Mais maintenant, avec nos projets, si on veut en profiter, bien, il faut jeter du lest un peu, pas moins d'obligations. Parce que c'est beaucoup de travail. Oui. L'entretien, c'est des voitures qui arrivent à 50 ans, fait qu'il faut... Trouver les pièces aussi. Trouver les pièces, l'entretien, c'est beaucoup, beaucoup de sous et de temps. C'est peut-être ça qui fait qui peut restreindre peut-être sur le nombre de voitures. On vous a présenté comme personnalité, vous avez été choisi par le maire aujourd'hui pour représenter en quelque sorte comme personnalité de la municipalité de Fabre. Quel serait votre souhait d'avenir pour Fabre? Que le comité d'éducation populaire continue, parce que là, on a un gros défi à relever avec le vieillissement de la population. On a de la misère à recruter des bénévoles et ces choses-là. Fait que j'aimerais que le comité continue, qu'il y ait une place à l'art. Je crois que ça serait intéressant aussi. Plus grande place à l'art dans nos municipalités. Monsieur Drouin, pourquoi cette entreprise est votre coup de cœur? Parce que si on regarde le changement que la personne a fait, la première des choses, c'est une arrivante du village aussi depuis environ 3 ans. C'était un garage et elle a transformé ça en... On va le voir qu'elle a transformé. Et elle a tout rapatrié les services de proximité qu'on était en train de perdre. Fait que je m'ai laissé l'honneur de dire le changement elle-même qu'elle a fait. Tout a commencé en 58. Mes grands-parents qui habitaient juste la ferme ici en face, ils ont obtenu un contrat pour l'entretien des chemins d'hiver. Fait que là, mon grand-père, ça prenait un garage pour la machinerie, pour l'entretien. Donc, c'est là que ça a commencé. Ils ont bâti le garage ici. Ça a duré 12 ans avec les charrues d'hiver, en plus de la ferme de l'autre côté. En 70, mon grand-père, ma grand-mère décident d'ouvrir au public. Fait que là, ils ont mis l'essence, la mécanique. C'est là un peu que mon père a commencé à travailler dans la mécanique, qui sera plus tard son métier. Il ne le savait pas, mais... donc là, c'est ça. C'est en 70 qu'ils ont ouvert au public. Ma grand-mère aussi faisait partie de l'entreprise. Elle s'occupait de la comptabilité de fin de mois. Puis, et elle allait faire la perception des comptes chez les clients. Fait que j'ai une petite anecdote là-dessus. Mon père disait que ma grand-mère partait avec les montants sur un petit bout de papier. Puis elle partait de porte en porte, puis elle a collecté son montant. Fait que ma grand-mère, c'était une femme de tête. Puis très travaillante aussi. Ça a été des belles époques où toute la famille mettait la main à la pâte. En 78, au printemps 78, c'est là que mon père décide de racheter la business. Puis d'en faire son métier. Donc, vous avez grandi là-dedans? Ah oui. Ben là, c'est juste mon père, là, en 78. Ça a toujours été dans l'air, là, ici. Fait que printemps 78, mon père rentre, fait la mécanique pendant 38 ans. C'est ça. Puis c'est là que moi, j'arrive. Mon père commence à penser à la retraite. Oui. Il met ça en vente pendant plusieurs années. Puis pas d'offre. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Puis moi et mon conjoint, on disait tout le temps,
ça n'a pas de sens. C'est trop beau ici. Il y a quelque chose à faire. La situation géographique, tu sais, la place, tu sais, on sentait que... Puis il n'y avait rien à faire. Puis nous, on n'était pas là du tout, là. Tu sais, on avait des bons emplois à Val-d'Or. On habitait à Val-d'Or depuis 20 ans. Puis un bon jour, en 2014, je perds mon emploi. Je travaillais à l'usine de l'imprimerie à Le Bonfond à Val-d'Or. L'usine a fermé ses portes. Fait que là, moi, je me retrouvais devant rien, devant tout. Puis là, mon chum me dit un bon matin, Josée, ça te tenterait pas de reprendre la business à ton père? Oui. Et là, je fais, ben non, ben non, je connais rien là-dedans. Rien dans le marketing, rien dans la publicité, rien dans la comptabilité. Mais ça l'a rentré là. Puis là, je me disais, ça se peut pas que notre entreprise familiale, tu sais, toutes les années que mon père a mis là-dedans, ça se peut pas que ça meure, tu sais. Puis les étoiles se sont alignées. Moi, j'ai passé un an à préparer un plan d'affaires, voir si, tu sais, mettre ça viable, puis on s'est dit, hey, ça va marcher. Parce que le cœur était là, parce qu'on y croyait, parce qu'on a tout fait pour, tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas eu d'embûche. Mais là, on est parti de station d'essence seulement à tous les services qu'on offre Oui, aujourd'hui. Là. effectivement. Il y a eu beaucoup de changements. Oui, oui. Mon père, lui, quand il opérait, c'était, bon, station-service mécanique. OK. Moi, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, j'ai pas de compétences en mécanique non plus. On a effectivement essayé de garder le côté mécanique, mais c'était trop compliqué. On n'a pas trouvé de... Fait qu'on s'est dit, OK, on se lance. Il faut tout avoir ici, il faut faire un grand coup, all-in. On a misé sur tout. On a même racheté le dépanneur qui était au village en haut. C'est pour ne pas créer, justement parce que c'est important pour nous de ne pas arriver et de dire, OK, on détruit une autre entreprise dans notre petit village. Fait qu'on a décidé d'un commun accord. Eux autres, ils étaient prêts à vendre. J'ai même engagé Francine qui travaillait au dépanneur en haut pour venir m'aider à la cuisine, qui est encore là aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, c'est ça. On a apporté une cuisine. On a fait une cuisine ici pour faire nos propres prêts-à-manger. On a ouvert cette section ici. C'est un arrêt 24 heures, si vous voulez. On a nos distributrices, salle de bain, douche, ouvert aux camionneurs toute la nuit, ouvert à tout le monde finalement. On a un guichet automatique. Fait que c'est ça, là, les services qu'on a apportés, là, on s'est élargi, puis ça ressemble à ça. Le maire de la municipalité vous a choisi comme coup de cœur pour l'émission Chez nous. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, d'être entreprise coup de cœur pour faire? Bien, j'en suis très fière, oui. Puis quand on a ouvert ici, honnêtement, on a senti que les gens de Fabre étaient derrière nous. T'sais, on a senti qu'ils trouvaient ça important de ne pas perdre le station d'essence, t'sais. Fait qu'on a senti la vague d'amour, puis on le fait pour eux, puis ils sont encore là aujourd'hui. Là. C'est une belle histoire, vraiment. Vous êtes passée de celle qui connaissait rien à celle qui a amené beaucoup de changements. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez à dire à la Josée d'il y a quelques années qui était peut-être plus insécure? Oh mon Dieu! Honnêtement, là, il faut juste y croire. Croire en tout, ça marche. Parce que vraiment, il a fallu que je passe par-dessus mes peurs parce que j'en avais. Là, je me disais, voyons, je peux-tu y arriver? J'ai pas ces compétences-là. Mais j'ai tout enlevé ça de côté et j'ai fait, j'y vais, tu sais. Puis je veux dire à cette petite Josée-là qu'elle a bien fait ça. Et l'avenir, vous le voyez comment? Je vois un bel avenir. Tu sais, je sais qu'on a notre place ici. C'est beaucoup de travail. C'est une histoire de famille aussi. Il faut que mon conjoint, mes enfants, il faut qu'on soit tous dans le même bateau parce qu'il y en a des heures ici, mais on est là pour rester. Ouais. Monsieur Drouin, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent à Fabre et on va prendre quelques minutes justement pour faire le tour de ces événements-là. Parlons d'abord de la journée équestre. Qu'est-ce que c'est cette journée-là? La journée équestre, c'est des gens, les Abitibi-Témiscamingue et du nord de l'Ontario qui viennent. Ils viennent faire des compétitions, des compétitions de baril, du slalom. On est aussi, la journée équestre, une des places où il y a le plus de compétiteurs qui viennent participer parce qu'ils trouvent le site très beau. Le parking, on va placer les roulottes, les affaires-là sont comme un petit peu plus haut que le terrain. Il voit tout sur le terrain. Il apprécie beaucoup le terrain qu'on a. Et ça a lieu à quel moment de l'année, cette compétition de chevaux? Le lieu, normalement, c'est la 3e semaine de juin.
OK. Fin de semaine de juin. La fin de semaine, troisième fin de semaine de juin, d'accord. On en a glissé un petit mot un petit peu plus tôt dans l'émission. Il y a aussi les courses de motocross de MX Nord qui se déroulent à quelle date, donc? Eux autres, c'est la deuxième fin de semaine de juin. De juin, d'accord. Rendons-nous maintenant du côté de la fête, du temps des fêtes avec la fête de Noël. Vous célébrez ça ici à Fabre? Oui, pour la fête de Noël, on a un 5 à 7 pour les fêtes en lumière qu'on appelle. OK. Et les gens, ils vont fêter ça. Puis en même temps, il y a des concours aussi qui se fait avec la plus belle maison qui est décorée. Les gens, ils votent là-dessus. Et c'est les personnes qui ont le plus de votes qui remportent le prix. C'est des prix que des commanditaires vont chercher, puis ils remportent ça. Les enfants aussi sont invités à fêter Noël? La fête de Noël, les enfants sont là. C'est un dimanche après-midi. Et le Père Noël est là, il distribue des cadeaux. Et tout ceci, c'est super beau. Pour la magie du temps des fêtes. La magie du temps des fêtes. Exactement. En hiver aussi, vous avez une fête d'hiver? Oui, on vient de commencer cette activité-là. On a une fête d'hiver. Il y a beaucoup de gens qui participent et c'est très agréable de voir les gens qui descendent en traîneau. Même les adultes là, qui descendent en traîneau, c'est le fun. C'est le grand sourire là-dedans. Puis, c'est capotant de voir le monde qui s'amuse même. Et cette fête d'hiver-là a lieu en février? Elle a eu lieu à fin février. Fin février. Le jug curling aussi, ça c'est assez populaire, merci. Oui, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent. On a une vingtaine d'équipes qui s'inscrivent. Ça a lieu la première fin de semaine de mars. Et c'est une activité qui se socialise beaucoup parce que les gens sont quand ils n'osent plus, mais sont dans le petit restaurant, ça parle ensemble. Et c'est le fun pour un village. On peut se parler puis ça va bien. Ça fait de la vie, comme on dit. Ça fait de la vie, oui. Et je pense que cet événement-là marque en même temps la fin de la saison pour la patinoire. Oui, c'est la fin de la saison. Donc, tout plein d'événements à Fabre. Pourquoi, selon vous, c'est important de faire ce genre d'événement-là pour la municipalité? Bien, c'est important parce que les gens, comme je disais tantôt, se socialisent et ils apprennent à se connaître aussi. Il y a des gens, des nouveaux arrivants qu'on voit presque pas, à part que dans des fêtes comme ça. OK. Puis c'est super, là, à un moment donné. Fabre n'est pas grand, mais quand même, il faut connaître un petit peu notre monde qui est là. Puis c'est le genre d'activité qu'on apprend à connaître. C'est pour la vitalité, en fait, de la place. Oui. Est-ce que les gens s'impliquent beaucoup? Est-ce que vous avez de la facilité à trouver des bénévoles? Bien, je dirais pas facile OK. à trouver, mais on a des bénévoles, mais on en prendra encore un petit peu. Et ça fait du bien. Des fois, avoir des nouvelles idées, puis ça sort des nouvelles applications, puis ça sera le fun d'avoir encore plus, surtout des nouveaux arrivants. Ils ont des idées nouvelles, qu'on ne connaît pas beaucoup, les idées, puis peut-être qu'on pourrait sortir d'autres sortes d'activités aussi avec ces gens-là. On est ouvert à toutes sortes de projets. Donc, avis aux intéressés, présentez-vous tout simplement au bureau municipal. Oui. Et pourquoi les gens devraient participer aux activités à Fabre? Bien, tant qu'à moi, quand tu participes à des activités, ça te donne un lien d'appartenance à ta municipalité. Que c'est le fun d'y vivre après ça, parce que tu te dis, ah, regarde, je réalise des choses, puis c'est moi qui ai fait en sorte que ça marche, ça fonctionne aussi. C'est là que ça devient intéressant de vivre une place que c'est le fun de. Monsieur Drouin, quels sont les enjeux pour la municipalité de Fabre? Les enjeux, c'est de développer les terrains pour accueillir les nouveaux résidents. Nous avons déjà plusieurs terrains, ils sont tous cadastrés, sont tous prêts à les accueillir. OK. Et pour les maisons, on a des coins résidentiels et on a une zone de terrain commercial aussi qui sont prêts aussi à accueillir les nouveaux commerces qui viennent s'installer chez nous. Donc, le travail va bon train de ce côté-là? Le travail va être très bon train, puis on attend juste que le monde cogne à la porte et on les offre tous ce qu'ils ont besoin. Donc, dans le fond, l'enjeu, c'est d'attirer les nouveaux arrivants? Ça serait ça aussi? Oui, ça serait le fun que le monde vienne, d'attirer le monde, les nouveaux arrivants. Et écoute, tout est là, tout est prêt à ce qui arrive. Justement, qu'est-ce qu'il y a à Fabre pour attirer ces nouveaux arrivants? Bien, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont vos atouts?
Bien, je crois qu'on est des gens accueillants. Oui. Ils peuvent venir avec nous pour aussi nous accueillir. On va les accueillir. Il y a aussi la magnifique vue sur le lac Témiscamingue. Ça peut être un atout. Ah, oui, ça va être un atout sur la vue sur le lac. Et aussi, ceux qui aiment leur sport, c'est tout près, le village est tout près du lac. Même pour venir à la pêche, ils peuvent venir pêcher sur le bout du quai. Il y a des gens qui viennent présentement avec leur chaise, c'est ça, sur le bout du quai, puis ils pêchent. Oui. Puis ils peuvent venir pratiquer leur sport de bateau, c'est tout près, là. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite encore, par exemple, qui dit « Moi, j'hésite entre Ville-Marie ou Fabre ou Laniel ». Qu'est-ce que vous leur diriez pour venir s'établir à Fabre, pour les convaincre? Bien, viens-t'en chez nous, parce que tu sais pas ce que tu manques. Et le visiter, c'est l'adopter? C'est un peu ça aussi? Oui, le visiter, c'est l'adopter, c'est sûr. C'est un très beau coin. C'est un très beau coin de Témiscamingue à Fabre. Donc, les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus ici à Fabre. Est-ce que vous êtes équipés aussi? Vous parliez des terrains que vous êtes en train de préparer pour les nouveaux arrivants. Est-ce que la municipalité a un comité d'accueil ou quelque chose pour les nouveaux arrivants? Bien, on n'a pas directement un comité d'accueil, mais on s'est fait une politique familiale pour les personnes, toutes les générations, les personnes handicapées, les personnes âgées. C'est pour toutes les familles en général aussi. On est prêt à les accueillir. Puis quand ils arrivent, ils vont au bureau municipal, puis ils posent des questions. S'ils n'ont pas de réponse, bien, j'imagine que la municipalité va référer aux bonnes places pour qu'ils soient heureux d'être arrivés à Fabre. C'est ça, parce que l'équipe municipale est là pour les aider, justement. Oui, l'équipe est prête à les aider en tout temps, là. Monsieur Drouin, parlons un peu de l'avenir pour Fabre. Vous en avez glissé un mot un peu plus tôt dans l'émission. Vous voulez aménager le parc municipal pour les familles. Il y a aussi un beau projet sur la petite montagne aussi Oui. pour faire un endroit accessible aux familles. Qu'est-ce qui va se passer avec votre église parce qu'elle a été désacralisée? Donc, qu'est-ce que ça devient, ce bâtiment-là? Bien là, on va travailler aussi pour trouver un projet avec. J'aimerais bien trouver un projet. À un moment donné, on parlait de le démancher, mais avant de le démancher, ça coûte beaucoup de sous, le démancher. On peut-tu peut-être prendre cet argent-là puis faire un projet avec? Nous avons, dans l'église présentement, des affaires en miniature. On a une église en miniature, on a le couvent en miniature. Là, ça va prendre une place pour les mettre. Pourquoi pas essayer de réaménager l'église pour essayer de... une place pour serrer les affaires. C'est un projet encore qu'on va élaborer beaucoup plus que ça, parce que là, c'est vraiment embryonnaire, nos affaires. Donc, encore une fois, ça va revenir, comme on disait tantôt, au chargé de projet. Ça va faire partie aussi de la tâche de cette personne-là. Oui, le chargé de projet va avoir beaucoup de tâches à faire, mais qui arrivent chez nous. Il ne s'ennuiera pas. Quel serait votre plus grand souhait pour Fabre? C'est avoir de nouveaux arrivants, pour créer des activités, pour créer de l'économie encore plus, pour avoir une municipalité qui est florissante. Et, écoute, on ne peut pas demander mieux que ça, je pense, puisque le monde est prêt à venir s'investir. Ce sera super le fun. Et comment vous la voyez, l'avenir de votre municipalité? Je le vois florissante. On n'est pas arrêté là. Tout le monde va développer son petit bout de chemin, son coin. Puis écoute, c'est le même que ça va aller. Comme que ça a toujours marché de même, tout le monde se développe individuellement, puis ça fait une municipalité où ce qui fait bon y vivre. Monsieur Drouin, ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, de rencontrer les gens de chez vous. Et je retiens une chose, mis à part le superbe paysage que l'on a un peu partout avec autant les champs d'agriculteurs que le lac Témiscamingue, je retiens la fierté que vous avez de votre village. Merci pour ça. Merci beaucoup.